Borel Tagia, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous avez publié aux presses des éditions L'Harmattan, Cameroun, cet ouvrage, ce magnifique ouvrage, Itinéraire d'un entrepreneur africain, expérience à partir du crowdfunding comme levier de l'entrepreneuriat, avec une préface du professeur Viviane Ondoa Biolé. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage spécifiquement sur cette thématique, Itinéraire d'un entrepreneur africain? Déjà, merci pour l'invitation et pour l'honneur que vous me faites de pouvoir parler justement de cet ouvrage. Alors, ce qui me motive, c'est d'une certaine façon générale de vouloir montrer aux jeunes l'expérience que j'ai vécue dans la démarche pour pouvoir être aujourd'hui un entrepreneur, avoir des entreprises, quand on sait que ce n'est pas une chose facile. Aujourd'hui, de plus en plus, des jeunes ont des projets, des personnes ont des projets, mais la plupart du temps, elles n'arrivent pas à les réaliser pour certaines raisons qu'on ne va pas qualifier tout de même de peut-être pas trop pertinentes, mais dans la majeure partie des cas, ces raisons n'ont pas lieu d'être, donc ils n'arrivent pas à réaliser cela. Et quand bien même parfois, il y a l'enthousiasme, il y a l'envie de vouloir réaliser ces projets-là, il y a nombreux obstacles qu'il faille à chaque fois dévier. Et c'est tout l'objectif de cet ouvrage pour montrer l'itinéraire qu'un entrepreneur africain doit avoir, la motivation que celui-ci devrait avoir, parce que pour moi, je pense que c'est fondamental. Pour moi, c'est même primordial, parce que je dis justement dans cet ouvrage-là que ça devrait être un crime pour un Africain de ne pas vouloir marquer son temps. Ouais. Donc, cet ouvrage, c'est un devoir pour les entrepreneurs. Donc, ils devraient pouvoir utiliser cet itinéraire-ci afin de pouvoir réaliser leur projet et de trouver à l'intérieur toutes les motivations possibles afin de concrétiser leurs rêves. Vous mentionnez déjà dans la première partie de l'ouvrage, qui commence à la page 21, comme l'entrepreneuriat comme étant une raison existentielle. C'est-à-dire tous les jours, on entreprend, même sans le savoir, et on prend les risques au quotidien. Effectivement. Manger, vous prenez par exemple cet exemple, manger, oui, c'est prendre le risque de s'étouffer après. Oui, oui. De s'étouffer après. Mais dans un contexte comme le nôtre, où les jeunes, davantage, comme ce sont les premiers destinataires de l'ouvrage, font face à de nombreuses pesanteurs. L'environnement qui n'est pas très favorable aux investissements, à l'entrepreneuriat, tel qu'ils disent souvent. Et le manque d'opportunités, le manque de lisibilité même. Comment est-ce qu'on s'en sort pour garder même une idée, garder même une intuition et la mettre en œuvre? Oui, justement, avoir une idée, avoir un projet et arriver à sa réalisation, c'est tout un parcours. C'est tout un parcours, et comme je le dis souvent, qui dépend de notre processus de vie. Ouais. On ne va pas enlever, on ne va pas nier, on ne va pas balayer du revers de la main qu'il y a des obstacles. Il y en a effectivement, particulièrement dans notre contexte. Ces obstacles, généralement, sont dus à une cause fondamentale qui est le souci de financement. Généralement, vous allez voir nombreuses personnes qui vont vous dire qu'elles n'ont pas pu réaliser leur rêve à cause d'un souci de financement. Tout à fait. Ouais. Peut-être on va retrouver par exemple cela près de 70%. Et justement, c'est un problème réel dans notre environnement. Aujourd'hui, pour une personne qui a un projet, ce n'est pas facile pour un porteur de projet d'avoir recours à des prêts bancaires, donc des investissements auprès des banques. En général, on va vous demander par exemple des garanties. On va vous demander des garanties, vous demander des documents encore et encore. À un moment, vous qui n'avez que votre projet, vous avez comme l'impression que vous êtes un rebut de la société. Et dans notre contexte aussi également, il est assez difficile d'avoir des business angels. Aux États-Unis, par exemple, c'est assez facile. Vous voyez, aux États-Unis, c'est assez facile. Chaque jour, comme on le dit, il y a des nouveaux millionnaires, des personnes qui lèvent des fonds assez rapidement parce qu'il y a assez de business angels dans leur environnement. Mais chez nous, ce n'est pas chose aisée. Donc, ce qui m'est arrivé à un moment à me dire que la solution pourrait être le crowdfunding. Il y a 2 ans, je ne pensais pas à cette solution parce que j'étais justement là avec un projet qui avait besoin d'un financement. Mais je ne connaissais pas comment je devais commencer. Vous voyez un peu, je n'avais pas connaissance de l'itinéraire, de la route que je devais emprunter. Alors, j'ai commencé d'abord à marcher un peu de partout pour des demandes de financement, à marcher à gauche, à droite, avant de me rendre compte que si je continuais dans la même lancée, alors je serais comme les 90% des personnes qui à un moment se disent « Ah, si je n'ai pas réalisé mon projet, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la famille qui n'a pas voulu contribuer, c'est la faute. » Mais non, je n'ai pas voulu me mettre dans la peau de ces personnes-là, de me contextualiser
uniquement par rapport à ça. Non, il a dit qu'il fallait trouver une solution. Alors, j'ai expérimenté le crowdfunding. J'ai expérimenté le crowdfunding et je me suis dit, je vais mettre une plateforme sur pied, mettre mon projet dans cette plateforme-là et voir ce que ça va donner. Alors, nous sommes à près de 2 ans aujourd'hui, nous avons levé pratiquement près de 200 millions avec notre projet. Des personnes qui ne me connaissent pratiquement pas. Aujourd'hui, on a des Sénégalais, des Béninois, des Ivoiriens qui sont venus y mettre leurs fonds sans me connaître. Mais peut-être pour certains, ils m'appelaient pour connaître mes motivations sur le projet, ma vision. Mais la plupart ne me connaissaient pratiquement pas. Ont vu le projet en ligne et ont décidé d'investir et poursuivre, pour réaliser ce rêve-là avec moi. C'est dit ici que le crowdfunding apparaît sous un certain angle comme la solution idéale à la levée des fonds des porteurs de projets. Parce que le crowdfunding, il s'en fout de qui vous êtes. Il s'en fout que vous soyez le fils de tel ou de tel. Il s'en fout que vous soyez riche. Il s'en fout que vous soyez pauvre. Il s'en fout que vous ayez des garanties ou pas. Non, la seule chose qui intéresse le crowdfunding, c'est votre projet uniquement. Vos idées, votre façon de vouloir faire les choses et surtout votre motivation à pouvoir changer les choses autour de vous. Mais il y a un certain nombre de freins au développement du crowdfunding en Afrique, c'est-à-dire entre autres l'absence d'un cadre juridique, la crédibilité même des plateformes existantes, les risques de fuite, des détournements de fonds et autres, l'absence de communication institutionnelle, entre autres freins. Comment les contourner et pouvoir réaliser son projet? Il y a effectivement un très gros frein en ce qui concerne le crowdfunding. Vous voyez, récemment, en 2015, les projets au niveau de l'Afrique ont levé près de 3 000 milliards de dollars uniquement avec le crowdfunding. Mais si on regarde sur la balance mondiale, cela ne représente que 0,4%, assez faible comparé au crowdfunding dans notre produit. Et cela est justement dû aux freins que vous énumérez. Aujourd'hui, les freins qu'on peut identifier, qui englobent cette généralité-là, on va dire, il y a l'absence de cadre juridique dont vous avez fait mention justement, parce qu'aujourd'hui dans notre contexte, on ne connaît même pas encore le crowdfunding, je pourrais me le dire ainsi. Parfois, certains membres du gouvernement sont assez surpris quand vous leur parlez du crowdfunding. On va vous dire, le crowdfunding c'est quoi? Il faut encore que vous expliquiez. Ça veut dire qu'il y a une réelle absence au niveau du cadre juridique, de la réglementation en ce qui concerne le crowdfunding. Et justement, il y a un problème de confiance en ce qui concerne les plateformes africaines. Ouais. Déjà que dans la réglementation, elle est manquante, il n'y a pas la réglementation, si on peut le dire entre guillemets. Aujourd'hui, maintenant, les plateformes qui émergent même, parfois, on n'a pas très confiance en cette plateforme-là, ce qui cause un réel souci. Nous avons aussi l'accès à l'Internet qui est assez difficile parce que le crowdfunding de masse requiert de l'Internet. On va dire une connexion Internet. Et le fait que l'Afrique ne soit pas connectée dans son entièreté, parce qu'il y a encore beaucoup de zones qui ne sont pas régulièrement connectées à Internet, c'est un frein au crowdfunding. Pour pouvoir réaliser une bonne campagne de crowdfunding, il faut mettre un ensemble de personnes autour de son projet. Et cela ne se fait que sur une plateforme qui est en ligne. Et cette plateforme, normalement, requiert une connexion Internet. Donc, c'est également un frein au développement du crowdfunding dans notre environnement. Et dans la mise en œuvre, après avoir élagué tous ces freins, il y a un certain nombre d'étapes pour pouvoir mettre en œuvre. Vous parlez de la pré-campagne, la campagne de communication et puis la levée de fonds en elle-même. Voilà. Justement, ces freins-là maintenant ne devraient pas être des raisons pour nous, la jeune génération, pour nous, porteurs de projets, d'abandonner. Parce que s'il avait fallu justement prendre en compte tout cela, je n'aurais pas eu à lancer la plateforme taguzrone.com. Oui. Ces freins-là, justement, elles existent. Mais justement, c'est à nous de pouvoir trouver des solutions pour pallier à ces freins-là. Parce qu'on peut parler de ces freins, mais on peut aussi voir maintenant le côté avantageux du crowdfunding. Du crowdfunding tel qu'on le sait, non seulement ça permet de réaliser nos projets, mais ça permet aux porteurs de projets de se constituer déjà une clientèle même pendant qu'il est en train de lever le fonds. Ça permet aux États d'avoir de la devise à un moment, parce que c'est des entrées d'argent qu'on fait au niveau du pays. Ensuite, l'emploi des jeunes diplômés. Donc, il y a une création d'emplois également qu'on voit autour. Ça veut dire, à partir du crowdfunding, on développe tellement d'autres secteurs, il y a tellement d'avantages qu'on devrait particulièrement se pencher sur cet aspect de crowdfunding-là. Maintenant, en ce qui concerne la levée de fonds proprement dit qu'avec le crowdfunding, il y a un certain nombre d'éléments, de règles qu'on devrait respecter. Oui. Vous avez parlé justement de la post-campagne, de la pré-campagne et de la campagne proprement dite, pendant la campagne de levée de fonds. Donc,
ce sont justement des éléments, parce qu'à l'intérieur de l'ouvrage, justement, je parle des éléments pendant ces trois périodes-là, Oui. les éléments qu'un porteur de projet devrait pouvoir faire ou respecter pour réaliser une bonne levée de fonds. Et je ne sais pas, je pense qu'on reviendra peut-être dessus au cours de notre entretien. Mais avant ça, il s'agit d'un ensemble d'éléments qui participent du capital économique mentionné dans l'ouvrage. Oui. Mais avant le capital économique, il y a d'abord le capital humain en lui-même. Effectivement. Il faut une construction personnelle de l'entrepreneur. Effectivement. L'entourage, la vision, la discipline personnelle et autres. Vous mentionnez déjà, entre autres personnes, l'importance de l'entourage dans l'accompagnement de l'entrepreneur. Vous avez mentionné votre père qui a été un modèle pour vous, Jack Ma, l'homme qui dompta l'échec, c'est comme ça que vous l'appelez. À côté de cela, si l'on n'est pas, par exemple, entouré de ce type de personnes, comment est-ce qu'on fait? Alors, je pense qu'en général, on dit l'environnement dans lequel on grandit, l'environnement dans lequel on est, détermine un certain pourcentage la personne qu'on est amené à devenir. Vous voyez? Ça veut dire, à chaque fois qu'on voit un environnement néfaste, que je vais dire ainsi, néfaste à notre évolution, on devrait pouvoir changer d'environnement. Peut-être vous me direz, ok, un enfant par exemple qui est dans un environnement, il n'a pas réellement conscience de son environnement, donc je ne peux pas lui demander de changer son environnement, certes. Mais à un certain niveau, à un certain moment de notre vie, je me dis, on doit pouvoir essayer de voir sur un aspect global. On voit sur un aspect global. Certes, peut-être je n'ai pas grandi dans un environnement qui a favorisé que je me crée une sorte de mindset qui me permette après d'entreprendre. Mais aussi, déjà, si j'en ai conscience actuellement, ça veut dire je peux déjà commencer à créer mon propre environnement ou alors à chercher l'environnement qui me sera favorable. Parce que comme on le dit toujours, il n'est jamais trop tard. Du moment où on a conscience de certaines choses, peut-être que ce soit des échecs ou alors de l'environnement qui n'a pas été propice à notre évolution, ça veut dire qu'on peut réellement réaménager les choses et réécrire les choses de zéro. Donc, je me dis, pour ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, parce que en réalité, ce n'est même pas comme une chance, vous voyez. C'est juste à vous de pouvoir trouver des choses positives dans l'environnement où vous êtes. Vous allez voir un environnement parfois qui a 100% négatif, mais des personnes qui réussissent à trouver 1% positif exploitent ces 1%-là pour réaliser de grandes choses. Vous voyez? Donc, parfois aussi, c'est à la personne de pouvoir trouver des choses positives même lorsque tout est négatif. On dit, c'est à vous de répondre positivement à tout ce qui vous arrive. Si vous commencez à vous alarmer sur votre environnement, à vous alarmer du fait que vous n'avez pas eu de bonnes conditions financières, votre papa n'avait pas une très bonne situation financière, votre environnement n'a pas voulu vous admettre à l'école, vous voyez, vous commencez à répondre négativement aux choses qui vous sont arrivées. Donc, c'est votre mindset qui commence à être négatif au fur et à mesure, de plus en plus, et rien de bon ne pourra sortir de cela. Alors, quand vous répondez positivement, ça veut dire quelle que soit la chose qui vous arrive, votre environnement n'a pas été favorable, votre famille n'a pas voulu vous accompagner dans votre projet, on n'a même pas voulu vous envoyer à l'école, mais répondez positivement à cela. Et quand vous êtes en train de répondre positivement à cela, vous êtes en train de créer une sorte d'environnement dans votre tête. On dit les choses les plus importantes que vous vous dites sans cesse que vous vous dites à vous-même. Et les choses les plus puissantes que vous puissiez dire, en fait, sont les choses que vous vous dites à vous-même. Et l'opinion la plus importante que vous puissiez avoir, c'est l'opinion que vous avez de vous-même, pas celle de votre entourage ou de votre environnement. Oui. Effectivement, vous évoquez la confiance en soi. Ouais. Et vous dites, par exemple, les gens vous feront confiance seulement quand ils verront à quel point vous êtes confiant lorsque vous faites ou dites quelque chose. Ouais. Si vous voulez réussir et faire des grandes choses, cela est primordial. Ouais. Donc, il est question, vous devez vous faire confiance vous-même. Ouais. Et vous prenez un certain nombre d'exemples tirés de votre expérience en tant qu'étudiant. Ouais. Chaque fois que l'enseignant allait donner un exercice au tableau, vous étiez toujours le premier à le faire. Pouvez-vous, pour nos téléspectateurs, oui, justement, ce type d'expérience? Oui. En fait, c'est pour ça que j'ai parlé en termes de... Ce qui est bien avec la vie de façon générale, avec le fait de pouvoir arriver à ce niveau, c'est que c'est un processus. Ce n'est pas une chose qui commence d'un coup et se réalise. C'est un processus. Alors, pour avoir justement le fait de la confiance en soi, qui est l'un des points fondamentaux, qui est un point fondamental lorsqu'on veut réussir un projet entrepreneurial, la confiance en soi doit absolument être. Justement, je fais mention de cela. Lors de mon parcours, justement, pour avoir cette confiance en moi, parce qu'aujourd'hui, je vous assure, j'ai une confiance en moi à 100%, je dirais même 400%.
Parce que vous aurez beau me demander même un hélicoptère, un avion demain, un satellite, je vous dirai oui, et demain je viendrai avec ce satellite. C'est une confiance en moi-même que j'ai pu acquérir au cours de mon processus, non seulement académique, universitaire, mais également dans la vie entrepreneuriale. Alors, à l'université, il y a quelques expériences déjà, justement, comme vous étiez en train de le dire, à chaque fois qu'on était en plein cours, que l'enseignant était en train de faire cours, qu'il y avait un exercice. Il y avait un exercice pendant le cours que l'enseignant donnait. Alors, j'avais tendance souvent à ne même pas réfléchir, à commencer sur le brouillon. Vous voyez, parce que généralement, quand l'enseignant donne un truc, alors on commence à écrire sur le brouillon pour pouvoir voir si on peut le faire. Oui. Donc, directement, je me désignais pour aller au tableau. Alors, je me désignais et je partais. C'était une sorte d'improvisation que je savais que je devais faire. Donc, je me désignais, je partais, je commençais, une ligne après une autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, je me rendais compte qu'à chaque fois, tout se passait bien et je réussissais à résoudre l'exercice. Ça veut dire, cela m'a amené à comprendre que même si on me réveillait à n'importe quel moment, quelle que soit la matière, je vais prendre le cadre académique, je pouvais le réaliser. Parfois, je disais même que je n'avais même pas besoin peut-être de faire un cours dans une matière. Oui. Si j'ai les bases, déjà si j'ai les bases en ces matières-là, alors je pourrais m'aller composer, je pourrais peut-être ne pas avoir une très bonne moyenne, mais je pourrais quand même avoir une moyenne assez passable. Donc, il y a eu ces éléments-là qui m'ont permis, par exemple, celui que j'ai cité, qui m'ont permis d'avoir une confiance en moi-même. Et également les combats que j'ai eu à mener. Vous voyez, j'ai eu à mener plusieurs combats. Ma vie, elle est faite de combats en général. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, d'objectifs que je me fixe et que je m'oblige à les résoudre, à les atteindre, ces objectifs. Je m'oblige à les atteindre. Je me suis fixé plusieurs objectifs au cours de ma vie. Ma vie n'a même été faite que d'objectifs. Étant à l'université, je me fixais à chaque fois des objectifs, que ce soit des moyennes à atteindre, que ce soit au cours de l'année académique. Par exemple, l'un des objectifs que je m'étais fixé à l'époque quand j'étais à l'université, c'était major de ma promotion et avoir la plus grande moyenne jamais obtenue au lycée de mon département. Ce qui a été réalisé. Ce qui a été réalisé. Je me suis fixé d'autres objectifs, par exemple dans le cadre sportif, comme être le meilleur buteur du championnat. Et je suis sorti cette année-là comme meilleur buteur. Donc, vous voyez, à chaque fois, je me fixais des objectifs. Ces objectifs que je me fixais, c'était parce que je savais que je devais réaliser des choses assez importantes. Je savais que s'il fallait que j'atteigne un certain niveau, il fallait que j'ai une confiance en moi que personne ne pourrait enlever. Parce que si vous n'avez pas cette confiance en vous et que vous voulez entreprendre, je le dis justement, alors faites le maximum possible. Faites en sorte d'avoir rapidement confiance en vous-même. Ce n'est pas se persuader qu'on a confiance en soi, mais il faudrait que cela soit. Vous devez réellement avoir confiance en vous parce que l'entrepreneuriat, il y a tellement d'épreuves, il y a tellement de pièges, il y a tellement d'échecs. Et si vous n'avez pas confiance en vous, confiance au fait que malgré les échecs, vous parviendrez à réaliser ci ou bien ça, alors vous ne réussirez à rien. Laissez-moi encore vous parler d'un tout petit aspect dans le cadre entrepreneurial parce que quand on a lancé l'entreprise... Avant cet aspect, oui. De manière concrète, quel exercice peut-on faire pour stimuler la confiance? Un exercice, déjà, se fixer des objectifs. Oui. Et tout faire pour les réaliser. Avoir une confiance également dans un domaine particulier, avoir les bases nécessaires dans un domaine. Oui. Donc, si je vais prendre le cas d'une technologie, par exemple, je vais dire, je prends un cas, les énergies renouvelables. Si vous êtes ingénieur en énergie renouvelable, essayez d'être calé déjà dans votre domaine. Essayez d'être calé déjà dans votre domaine. Et maintenant, fixez-vous des objectifs. Parce que parfois, vous allez voir, je vais prendre le cas des soutenances en général. Oui. Si vous allez soutenir, quand vous voyez un étudiant qui va soutenir son master, lorsqu'il n'a pas fait une préparation, parfois vous allez voir peut-être tituber, vous allez peut-être sentir qu'il connaît, mais il titube sur son truc. On a l'impression que ce n'est pas lui qui a fait son thème. En fait, la préparation, c'est ce que j'appelle la base. Oui. Lorsque vous connaissez les bases. Par contre, ça me rappelle notre camarade de classe. Lui, quand les gens travaillaient les TPE, il ne travaillait jamais son TPE. Mais il avait les bases. Il avait les bases. Maintenant, quand l'équipe était en train d'exposer, c'était lui qui exposait jusqu'à la fin. L'enseignant disait que c'est lui qui a travaillé seul. Parce qu'il avait les bases et parce qu'il avait confiance en lui, il venait se placer devant tout le monde, commencer à parler, ce qu'on avait l'impression qu'il n'y a que lui qui avait travaillé. Pourtant, ce n'était pas le cas, il n'avait même rien fait de tout le devoir. Donc, avoir les bases, se fixer des objectifs et tout faire pour les atteindre. Je dis tout faire parce que lorsque vous commencez à échouer, ça peut avoir une sorte d'impact sur votre mindset. Lorsque vous commencez à échouer, vous avez l'impression soit je suis maudit au village, on m'a lancé, je suis très malchanceux. J'ai beaucoup de personnes aujourd'hui dans mon environnement autour de moi qui ont toujours ces mots-là à la bouche. Donc, quel que soit ce que je fais, je ne réussis pas, quel que soit. Or, cela devrait être encore plutôt une source de motivation pour davantage essayer et se dire qu'on va réussir. Très bien. C'est justement sur ce mot de fin que nous allons terminer cette émission.
en notant que ce livre est un livre non seulement de stimulation de confiance, mais également de valorisation de nos intuitions. Ouais. Nos intuitions. Nous avons une intuition, une idée. Comment est-ce qu'on la met en œuvre? Quels sont les obstacles qu'on peut élaguer afin de pouvoir réaliser notre projet et réussir notre projet? Et l'avantage sur le plan économique, lorsqu'on a essayé toutes les voies classiques de financement où on n'a pas trouvé de solution, le levier qu'on peut activer à ce moment-là serait le financement participatif, le crowdfunding. Effectivement. Merci Borel. Merci à pour ce vous. magnifique ouvrage de développement personnel. On en a bien besoin dans notre contexte. Ouais. Alors, nous le recommandons vivement à notre public. Il est disponible aux éditions L'Harmattan et dans tous les lieux de vente publics et certainement dans d'autres surfaces qui seront communiquées. Merci et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et pour l'opportunité. Merci et à très bientôt. Merci.